Bonsoir. Le sujet que la case du siècle aborde ce soir me tient particulièrement à cœur. Il s'agit du négationnisme. En tant qu'historien, j'ai travaillé dans les archives allemandes et j'ai vu les documents d'arrestation, de déportation et de liquidation dans les camps d'extermination. Je trouve affligeant que des personnes continuent de propager des fausses informations sur l'extermination des Juifs d'Europe par les nazis, de nier le génocide et de contester ce crime contre l'humanité. Tout l'intérêt du film de Valérie Igounet et Michael Prazan, que vous allez voir, réside dans leur manière de démonter un discours. Car le négationnisme n'a cessé de se métamorphoser au gré des causes qui l'ont utilisé. Il a été mobilisé par les antisémites, les partisans de la cause palestinienne, ou les anti-occidentaux. Le documentaire montre aussi toute la malhonnêteté et l'incompétence de ces pseudo-savants. Ils répètent en boucle les mêmes désinformations, notamment dans ce passage où Robert Forisson résume ce qui n'est qu'une insulte. Les chambres à gaz, c'est un endroit où on aurait mis les gens pour les tuer, notamment, dit-on, avec du zyklone. Le zyklone est un insecticide, il a été créé après la guerre de 14, il existe encore aujourd'hui. Donc on peut dire qu'au bagne d'Auschwitz, on a gazé des poux. Les faussaires de l'histoire est donc un documentaire essentiel pour approcher la psychologie curieuse des négationnistes et comprendre comment ces manipulateurs jouent sur les alliances les plus paradoxales pour diffuser leur racisme. Le président iranien qui échange une poignée de main avec un ancien chef du Ku Klux Klan, le vieux mouvement raciste américain, le clou d'une conférence surréaliste sur l'Holocauste voulue par l'État iranien pour offrir une tribune à tous les négationnistes de la Shoah et à tous les adversaires. Téhéran, décembre 2006. Une soixantaine de négationnistes venus des quatre coins du monde affichent leur présence à une conférence organisée par l'ancien président iranien, Mahmoud Ahmadinejad. Elle n'est que la première d'une longue série. Leur objectif, la négation du génocide des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. اگر شما راست میگویید که 6 میلیون یهودی را در کوره‌های آدمسوزی سوزانده اید که علی الظاهر راست میگویید و اصرار دارید بر این ادعای خودتون. Sont présents aux conférences iraniennes quelques figures de premier plan de la nébuleuse négationniste. Les Américains Bradley Smith et David Duke, l'Allemand Frédéric Tauben, ou encore les Français Serge Thion et Robert Forisson. Le 26 décembre 2008, répondant à l'invitation de l'humoriste et activiste antisémite Dieudonné, le même Forisson est acclamé sur la scène du Zénith à Paris. Consécration d'un paria et retour de bâton d'une idéologie qu'on croyait éteinte sur le sol européen. Comment comprendre les applaudissements qui accueillent un personnage si contesté sur l'une des plus grandes scènes parisiennes? Le sketch ne serait pas complet si Jackie, je vais demander à Jackie de venir remettre à Robert le prix de l'infréquentabilité et de l'insolence. Comment comprendre que le discours qu'il a contribué à fabriquer et qui d'un trait de plume efface 6 millions de victimes juives soit devenu un discours d'État en Iran et qu'il se soit propagé au cours des dernières décennies à l'ensemble du monde islamique? Ce film raconte l'itinéraire d'un discours antisémite. En revenant sur ses origines, son histoire, les figures qui l'ont porté et diffusé, il analysera ses métamorphoses successives et les nouveaux défis que nous imposent les faussaires de l'histoire.
Janvier 1945. L'armée soviétique libère le plus grand camp d'extermination construit par l'Allemagne nazie dans le cadre de la solution finale. 1 million de Juifs, déportés à partir des territoires conquis, ont été assassinés dans les chambres à gaz d'Auschwitz-Birkenau. Accusation par accusation, témoignage par témoignage, preuve par preuve, se poursuit le plus énorme procès de l'histoire. Les 20 accusés, les 20 figures du crime nazi sont fidèles à leur attitude. Beantworte, ob ich mich schuldig oder nicht schuldig bekenne. Ich bekenne mich im Sinne der Anklage nicht schuldig. À partir de l'analyse de millions de documents nazis, on estime au tribunal de Nuremberg qui s'ouvre le 20 novembre 1945 entre 5 et 6 millions le nombre global de juifs assassinés pendant le conflit mondial. Beaucoup d'enquêteurs, à ce moment-là, se sont vus assigner comme tâche de travailler pour recueillir les preuves du génocide juif, des autres génocides aussi. On a réuni une masse de documents, on a pris des photos et tout ceci a été présenté à Nuremberg, soumis au contrôle de la procédure très contradictoire anglo-saxonne et a permis ensuite des recherches historiques. À cet égard, Nuremberg a rendu à l'histoire un service plus que précieux. Au sortir de la guerre, la Shoah, l'assassinat programmé de 6 millions de juifs par l'Allemagne nazie, n'est pas discuté. Même les rescapés ont renoncé à en parler. J'ai jamais spontanément raconté pendant des années, pendant des dizaines d'années. Les Juifs qui rentraient des camps n'étaient pas du tout traités comme des victimes telles les résistants. Et je comprends, il faut rendre hommage aux résistants. Il y en a eu si peu. Mais en même temps, cette chape de ciment qui a été faite, qui a été immédiate, tout de suite après la guerre, c'est insupportable. Et je le vivais très mal. Ce que disent ou écrivent d'ailleurs ceux qui ont survécu, c'est qu'ils ont été mus du désir de raconter. Et que, très rapidement, on les a fait taire. On n'a pas eu envie de les entendre. Et dans le fait de ne pas raconter, il y a aussi la peur de ne pas être cru. Si la Shoah demeure tabou dans l'immédiate après-guerre, l'antisémitisme, discrédité par le nazisme, manque de relais dans l'opinion. Son expression n'est pas audible. L'antisémitisme est quand même, en 1945, comme, on va dire, en mauvaise posture. C'est-à-dire que c'est une idéologie qui ne peut plus s'afficher comme elle s'affichait quelques années auparavant, dans les années 30, même à la fin des années 30, a fortiori sous l'occupation. Et l'antisémitisme d'extrême droite, celui qui a nourri la collaboration, est cantonné à des cercles relativement étroits. Et s'il existe dans la société, c'est évidemment de manière relativement diffuse. En tous les cas, il ne s'exprime plus du tout comme avant. Dans le camp des vaincus, anciens nazis, collaborateurs et tenants de l'extrême droite anticommuniste, des voix commencent à nier le massacre planifié des Juifs d'Europe. Il s'agit alors de sauver l'héritage du nazisme, que l'horreur génocidaire a relégué aux oubliettes de l'histoire. En France, l'écrivain d'extrême droite Maurice Bardèche publie dès 1948 Nuremberg ou la Terre promise. Pendant l'occupation, Bardèche écrivait des articles dans Je suis partout, l'organe pro-nazi dirigé par son beau-frère, Robert Brasillac, fusillé à la Libération. Dans Nuremberg ou la Terre promise, Bardèche affirme « Nous vivons depuis 3 ans sur une falsification de l'histoire. » Dans ce qu'on n'appelle pas encore le négationnisme, il y a une volonté tactique immédiate. Tant qu'on n'aura pas diminué la responsabilité de l'Allemagne nazie et accessoirement des collaborateurs,
tout discours antisémite ou nationaliste radical ne pourra pas s'exprimer sur la scène publique. L'extermination des Juifs est un des buts de la guerre allemande. Hein. C'est quelque chose qu'il faut rappeler. C'est pas juste un à côté, c'est pas un dommage collatéral. Et ça, les nazis ont malgré tout du mal à l'exprimer ouvertement. Pourquoi? Parce que nous sommes en guerre, parce que dans une guerre, il y a une logique de la guerre, il y a une logique de la réciprocité. Si par exemple Hitler avait dit « nous sommes en train d'exterminer les Juifs », eh bien peut-être qu'il y aurait eu des représailles sur les prisonniers allemands ou des choses comme ça. Donc il y a toute une mise en place d'un discours euphémisant ou qui va masquer les véritables objectifs et qui va évidemment conditionner l'émergence du négationnisme après coup. Pour autant, même s'ils ne reconnaissent pas leur responsabilité individuelle, aucun criminel nazi n'a pensé nier l'extermination des Juifs quand ils sont passés en jugement après la guerre. Quand on regarde l'ensemble des dirigeants nazis et ceux qui ont été plus particulièrement impliqués, c'est-à-dire qui ont eu les mains dans la solution finale, et quand on lit aussi un certain nombre d'écrits de gens qui étaient en poste à Auschwitz, on n'a jamais de négation. Contre toute attente, c'est un ancien député socialiste qui popularise la négation du génocide dans un ouvrage publié en 1950, Le mensonge d'Ulysse. Paul Racinier y exprime un doute sur la politique génocidaire de l'Allemagne nazie, un doute sur l'existence des chambres à gaz. On est là dans un socialisme antistalinien et à partir de là, l'équivalence entre les crimes nazis et les crimes de Staline va devenir une obsession d'une partie de la gauche. On parle trop, entre guillemets, c'est pas moi qui parle, je résume, des crimes du nazisme, mais on ne parle pas des crimes de Staline qui ont quand même cette caractéristique, après la guerre, c'est qu'ils continuent, alors que les crimes nazis sont terminés. Racinier a été déporté à Buchenwald comme résistant. S'il doute de l'existence des chambres à gaz, c'est parce qu'il n'en a pas vu. Or, Buchenwald était un camp de concentration, pas un camp d'extermination tel que Treblinka ou Auschwitz-Birkenau. Il n'y avait pas de chambre à gaz à Buchenwald. À partir de là, il va élaborer toute une théorie comme quoi l'existence des chambres à gaz est un mythe, lui-même n'en ayant pas vu. Ce qui est d'ailleurs assez étrange dans le propos de Racinier, c'est l'un des problèmes d'ailleurs du négationnisme, c'est que se focalisant sur la question des chambres à gaz, ils finissent par nier aussi tout ce qu'est la violence nazie. En 1961, l'État d'Israël juge l'un des plus grands criminels nazis, Adolf Eichmann. Le directeur du bureau 4B4 administrait le génocide des Juifs au sein de l'appareil de destruction nazi. Venus du monde entier, 111 rescapés se rendent à Jérusalem témoigner à son procès. Par leur récit, ils rendent compte de toutes les étapes du génocide, de la nuit de cristal au crématorium d'Auschwitz-Birkenau. הלכנו להתחמם באנטקליידונגסראום ובתאי הגזים. לפעמים כמובן קרה שכאשר הגענו לקרמטוריום אמרו עכשיו אתם לא יכולים להיכנס, יש אנשים בפנים. לפעמים לקחנו, זה היה מקרמטוריום מספר 3 אחרי ששרפו אותו, את האפר, ובחורף היינו צריכים להשתמש באפר לכבישים נגד הקור. Le procès Eichmann, c'est la première fois qu'on constitue en récit, publiquement, la destruction des Juifs comme un aspect distinct et différent des autres aspects de la criminalité nazie. Le monde prend conscience du génocide. Malgré cela, le négationnisme se développe dans les milieux néo-nazis. Outre la volonté de réhabiliter le Troisième Reich, il devient l'arme des temps de paix qui permet de contester l'influence américaine, autant que de lutter contre le communisme. Approuvez-vous sans réserve l'extermination par les nazis de 6 millions de juifs? Well, first of all, I don't accept that particular fabrication of the Jewish propaganda machine. En France, François Duprat, l'idéologue du Front National, le parti de Jean-Marie Le Pen qui n'est encore qu'un groupuscule d'extrême droite,
est le premier propagateur des thèses négationnistes dans un parti politique. Dans les années 70, véritablement, le recul est déjà suffisant. Le temps a déjà suffisamment passé pour que le négationnisme en dur, si je puis dire, se mette en œuvre, via un certain nombre de maisons d'édition. L'un des pionniers dans cette affaire, c'est Richard Harwood, militant britannique du National Front, qui fonde une maison d'édition qui va diffuser notamment un pamphlet célèbre, traduit en France par François Duprat, 6 millions de morts le sont-ils réellement. La diffusion est faible à l'intérieur du Front National parce que c'est un tout petit mouvement qui doit compter au plus 1 millier d'adhérents à l'époque. Ensuite, parce que tout le monde n'est pas négationniste à l'intérieur du Front National, loin s'en faut. Cela n'empêchera pas son président, Jean-Marie Le Pen, d'adopter 10 ans plus tard la posture négationniste pour complaire aux franges les plus antisémites de son électorat. Qu'est-ce que vous pensez des thèses de M. Forisson? Je ne connais pas les thèses de M. Forisson, mais je dois dire que je suis un partisan de la liberté de l'esprit. Je me pose un certain nombre de questions et je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé. Je n'ai pas pu moi-même en voir, je n'ai pas étudié spécialement la question, mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. C'était pas un point de détail quand même. Si, c'est un point de détail, je veux dire de la guerre, oui. Enfin écoutez, est-ce que c'est... voulez-vous me dire que c'est une vérité révélée à laquelle tout le monde doit croire? Cette déclaration, restée dans les mémoires, se réfère à un personnage central de la mouvance négationniste. Au début des années 80, à force de provocations et de saillies médiatiques, Robert Forisson est le champion toute catégorie des faussaires de l'histoire. Hitler et les Juifs se sont fait la guerre. Beaucoup de Juifs sont morts, beaucoup d'Allemands également. Alors, il y a ce qui est vrai et puis ce qui est faux. Il y a les vraies souffrances et puis il y a celles qu'on invente. Les chambres à gaz, c'est un endroit où on aurait mis les gens pour les tuer, notamment, dit-on, avec du zyklone. Le zyklone est un insecticide, il a été créé après la guerre de 14, il existe encore aujourd'hui. Donc on peut dire qu'au bagne d'Auschwitz, on a gazé des poux. Darquier de Pellepoix avait balisé le terrain dans une interview accordée au magazine L'Express du mois d'octobre 1978. L'ancien commissaire aux questions juives sous Vichy, un collaborateur des nazis réfugiés dans l'Espagne de Franco pour échapper à la justice, n'avait pas dit autre chose aux journalistes venus l'interroger. Le négationnisme intrigue et fait vendre. Les médias s'emparent du phénomène. À la fin des années 70, le quotidien Le Monde ouvre ses colonnes au professeur Robert Forisson. Forisson a un début d'impact, d'abord parce qu'il a une tribune. Dès 78, il publie dans Le Monde et dans Le Matin de Paris, qui était un quotidien à l'époque qui avait une certaine audience. Et très vite, il a un succès à la fois de scandale et de curiosité. En France, il y a cette idée que c'est un savant qui parle, que c'est un intellectuel, et que s'il parle, c'est qu'il doit avoir de bonnes raisons de le faire. Je pense que c'est ça qui a permis l'émergence d'un discours négationniste. Et moi, j'avais commis, au fond, appelons ça un péché d'orgueil. Je me disais, évidemment, Forisson, on ne le voit pas, on ne l'entend pas, on se contente de lire ses positions. Et ben moi, je vais l'inviter en pleine lumière à la radio un matin. Et puis, je considérais que mon argumentation serait suffisante pour réduire à néant cette crapule. Parce qu'au fond, c'était une crapule. Qu'est-ce que c'est que la crapule? Historiquement, c'est quelqu'un qui ment et qui sait qu'il ment. Le 17 décembre 1980, le journaliste Yvan Levaille invite Robert Forisson dans l'émission qu'il anime sur Europe 1, la plus populaire des stations de radio françaises. L'argumentaire de Forisson s'y résume à une phrase de 60 mots, qu'il répétera tout au long de ses éclats médiatiques, comme ici au procès qu'il oppose en 2007 à l'ancien garde des Sceaux Robert Badinter. C'est ma phrase de 60 mots. Les prétendues chambres à gaz hitlériennes et le prétendu génocide des Juifs forment un seul et même mensonge historique qui a permis une gigantesque escroquerie politico-financière
dont les principaux bénéficiaires sont l'État d'Israël et le sionisme international, et dont les principales victimes sont le peuple allemand, mais non pas ses dirigeants, et le peuple palestinien tout entier. J'en ai terminé avec ma phrase de 60 mots. Vous êtes conscient qu'en disant cela, là, calmement, à ce micro, vous insultez beaucoup de monde. Je dirais même que vous faites mourir des gens 2 fois. Vous êtes conscient de ça. J'entends souvent dire cela. Ce qui m'intéresse, c'est la vérité. Yvan Levaille, mal préparé, assommé par les affirmations de Forisson, voit l'émission lui échapper. Elle marque l'explosion du discours négationniste dans la sphère publique. J'ai eu envie de chialer. Pendant l'émission, j'ai senti que j'avais tort. J'avais tort. Je mettais la négation en lumière. Alors que je voulais l'écraser. J'ai cru que j'étais honnête en interviewant Robert Forisson. Je voulais être honnête. On fait des erreurs. Voilà. Je terminerai, parce que je tiens à le dire, sur une note plus personnelle encore. Monsieur Forisson, tout à l'heure encore, vous a répété « Oui, oui, cette entreprise, cette escroquerie politico-financière. » Alors, ça veut dire quoi? Si on le traduit dans sa vérité humaine comme moi je l'ai vécu, ça veut dire que tous ceux qui sont morts, les parents et les autres, tout cela sont devenus les instruments conscients, utilisés par tous les juifs. Pour quoi faire? Pour arracher des réparations auxquelles ils n'auraient pas eu droit? Je reverrai toujours ma mère recevant les misérables indemnités parce qu'il ne restait rien. Alors elle était quoi? La complice d'une escroquerie politico-financière. C'était ça qu'elle faisait à cet instant-là. Et ses fils, nous étions quoi? Les profiteurs, les bénéficiaires de cette escroquerie. Les mots ont un sens, sauf pour ceux qui les utilisent, comme vous. Et pour qu'il n'y ait aucune équivoque, que les choses soient claires. Pour moi, jusqu'à la fin de mes jours, tant que j'aurai un souffle, monsieur Forisson, vous ne serez jamais, vous et vos pareils, que des faussaires de l'histoire. Des faussaires de l'histoire, et de l'histoire la plus tragique qui soit, dont j'espère que l'humanité tirera, elle, la leçon et gardera le souvenir. Ladies and gentlemen, I am very pleased to introduce our next speaker. Please welcome Dr. Robert Forisson. La négation du génocide des Juifs sera le passeport pour la notoriété de Robert Forisson, qui ne tarde pas à s'imposer au sein d'une internationale négationniste, issue de l'extrême droite la plus radicale, et dont l'étroitesse est pourtant sans commune mesure avec le battage médiatique qu'elle provoque. C'est un personnage dont le narcissisme est incommensurable, et c'est une des clés. C'est une des clés pour comprendre le personnage. Ici, Robert Forisson se trouve à Munich, où il participe à une conférence de l'internationale négationniste. Sont également présents d'anciens Waffen-SS, Michael Kuhnen, le chef des néo-nazis allemands, et le Britannique David Irving, un historien amateur proche des milieux ultranationalistes, le plus charismatique des falsificateurs de l'histoire. In den ersten Nachkriegsjahren eine Attacke war, so sind die Gaskammeranlagen, die man jetzt als Tourist in Auschwitz sehen kann, von den Behörden in Polen nach dem Zweiten Weltkrieg errichtet worden. Die Beweise liegen vor, die Anlagen sind chemikalisch untersucht worden. Die Dokumente haben wir jetzt in der ganzen Welt veröffentlicht darüber. Und ich kann Ihnen sagen, meine Damen und Herren, das wirbelt einen Staub auf. Da wird unseren Feind das Hören und Sehen vergehen.
Forisson voyage, il est accueilli par les gens de l'Institute for Historical Review, qui eux-mêmes sont en relation avec des quantités de négationnistes partout dans le monde. Mais, soyons clairs, ces conférences, elles ne rassemblent au mieux que quelques centaines d'auditeurs qui assistent à toutes celles auxquelles ils peuvent assister, y compris en voyageant eux-mêmes. Les négationnistes occidentaux forment une secte. On retrouve Robert Forisson à Haguenau, dans le nord de la France. Il partage la tribune avec Ernst Zundel. Si j'avais su que j'allais rencontrer Ernst Zundel, je lui aurais apporté un cadeau. Ce néo-nazi allemand, qui a émigré au Canada, dirige Samizdat Publications, une maison d'édition négationniste. In diesem Saustall uns pudern, diese teuflisch gemeine Lüge über unser Volk, die dieses Judenpack verbreitet hat. Ils sont rejoints par le Britannique David Irving. Diese Einmann-Gaskammer, das sah etwa wie ein Sedansessel aus, glaube ich. Wurde aber getarnt als ein Telefonzeller. Und man fragt sich, wie brachte man den armseligen Opfer dazu, dass er sich selbst freiwillig in diese Einmann-Gaskammer hineinbegab? Antwort wahrscheinlich, es war ein Telefonklingel drin und es hat gelautet. Und da sagten ihm die Lanzer, ich glaube, es ist für Sie. Robert Forisson participe également aux conférences de l'IHR, l'Institute for Historical Review, en banlieue de Los Angeles. Vous ne voulez pas répondre aux questions? C'est terminé. Je ne refuse de répondre à vos questions. Je ne comprends pas pourquoi vous nous avez empêchés de fumer dans la salle. C'est terminé. Vous venez de répondre. No, you have to stay outside. C'est aux États-Unis que s'est imposée leur plus grande plateforme de diffusion. Dans un pays où la liberté d'expression ne souffre d'aucune contrainte, l'IHR organise régulièrement des congrès qui rassemblent la nébuleuse négationniste. Forisson et ses amis seraient restés confinés au cercle résiduel des nostalgiques du Troisième Reich, s'ils n'avaient reçu au début des années 80 le soutien providentiel d'un groupuscule de l'ultra-gauche, formé dans le sillage de mai 68, autour de Pierre Guillaume et de sa librairie, bientôt reconvertie en organe de presse négationniste, la Vieille Taupe. Ils vont soutenir un moment Forisson parce que Forisson va devenir une sorte d'emblème de la parole libérée, de la parole contre les systèmes, hein, que ce soit le système capitaliste ou le système communiste. D'abord, c'était une aubaine pour Forisson, et ça a complètement brouillé les cartes. Ils vont diffuser sa pensée dans des milieux où, a priori, cette pensée n'aurait pas dû avoir prise. Hein. Je pense à la préface de Noam Chomsky dans un des premiers écrits de Forisson. Noam Chomsky, bon, pour le situer, c'est quand même un des grands intellectuels radicaux américains qui, à l'époque, a quand même une énorme surface. Volant au secours de la liberté d'expression, puisque la justice française tente maintenant d'interdire la diffusion des écrits négationnistes, des intellectuels de gauche ou libertaires, tels que l'américain Noam Chomsky, apportent un soutien inespéré à Forisson. Parmi eux, Jean-Gabriel Cohn-Bendit, le frère aîné du célèbre leader de mai 68, un libertaire proche de la Vieille Taupe. Pierre Guillaume me dit, Gabi, il y a une histoire, Forisson, etc., on veut l'interdire et tout ça. Je regarde, je fais, et je dis, bon, je fais un texte, je suis contre la censure, comme contre la peine de mort, y compris pour les pires assassins. Alors, Guillaume me l'a fait rencontrer, il n'y a qu'une phrase qui n'est pas juste dans mon texte, je dis, il n'est pas antisémite. Non, je pense, après avoir connu, que Forisson est antisémite. Mais ça ne change rien, je suis contre la censure. La défense de la liberté d'expression est un principe respectable. Pourtant, en poursuivant la conversation avec Jean-Gabriel Cohn-Bendit, on se rend compte que ce n'est pas si clair. J'ai le droit d'avoir des doutes si je ne suis pas convaincu. Voilà, j'ai le droit de le dire, que je ne suis pas convaincu, que ça m'ébranle, qu'il y a des arguments, et voilà. Alors c'est vrai que j'ai pas lu beaucoup de choses, ça m'agace ce truc qui, même si c'est vrai, il n'y a pas de doute, sur la masse de gens
qui sont morts comme ça et comme ça. Est-ce qu'il y a eu vraiment des études? Oui, on sait que 5% seulement sont morts de fatigue, de froid et de faim, et puis 95% dans les chambres à gaz. C'est de la rigolade, c'est de la rigolade. Il faut le rappeler, parce que c'est pas forcément connu aujourd'hui, surtout sur les 6 millions de juifs, tous ne sont pas morts à la chambre à gaz. C'est-à-dire que c'est à peu près une petite moitié, on va dire, peut-être même un peu moins. Donc le reste des victimes juives du génocide sont mortes par des moyens, entre guillemets, plus traditionnels. Que ce soit les fusillades, que ce soit le travail forcé, que ce soit les maladies. Mais, encore une fois, c'est vrai, le moyen de la chambre à gaz est associé, à juste titre, au génocide des Juifs. Et c'est pour ça, encore une fois, que cibler l'existence ou nier l'existence de la chambre à gaz constitue un point nodal, fondamental, pour ceux qui veulent nier l'existence d'un génocide des Juifs, fondamentalement pour des raisons antisémites. Dans les années 80, les négationnistes concentrent leurs attaques sur les aspects techniques du génocide, en particulier sur le fonctionnement des chambres à gaz. Les SS, avant de se retirer devant l'avancée des troupes soviétiques, ont fait exploser les chambres à gaz et les fours crématoires. Donc nous sommes en phase de ruine. Et il est bien sûr beaucoup plus facile de s'attaquer à des ruines qu'à des bâtiments entiers qui sont là, qui sont debout et puis qui peuvent témoigner d'une façon irréfutable. Toutefois, il me semble que même si les bâtiments auraient été là, ils auraient aussi été une source d'attaque. Il y a des chambres à gaz plus petites qui demeurent à Majdanek, qui demeurent à Stutthof ou d'autres endroits. Et pourtant, ce sont ces ruines, n'est-ce pas, qui sont attaquées. Les historiens sont désemparés par l'argument technique. Comment répondre à l'affirmation? Les chambres à gaz sont une impossibilité chimique. Il est impossible de gazer les gens comme on nous le raconte. On n'aurait jamais pu pénétrer dans ces locaux pour en retirer les cadavres. Les historiens ne sont pas des ingénieurs, et ils répugnent à se voir entraînés sur le terrain des négationnistes. Discuter d'égal à égal avec eux, mais selon leurs modalités. Voilà le piège que leur tendent les faussaires de l'histoire. Le raisonnement qui dit « ça n'est pas possible », c'est exactement le type de raisonnement qui fait qu'on a besoin des historiens. Ça n'est pas possible, mais ça a eu lieu. Alors, mon problème n'est pas de savoir pourquoi ça a été, si c'est possible ou pas possible. Mon problème, c'est de savoir quelles sont les traces et comment cet événement a-t-il pu avoir lieu. Détruire, c'est détruire par les massacres, par les Einsatzgruppen, par les camions à gaz, par toutes les modalités du crime. Donc est-ce que la modalité technique de ce crime est quelque chose qui doit nous passionner? À l'occasion du procès de Ernst Zundel, attaqué par la justice canadienne au milieu des années 80, les négationnistes missionnent leur expert, un certain Frédéric Leuchter, pour faire des prélèvements à Auschwitz. My name is Fred Leuchter. I'm an engineer from Boston in the United States. And I'm here this snowy morning here at Auschwitz in Poland. Ces prélèvements, recueillis en toute illégalité, sont censés établir que les chambres à gaz, dont il ne reste que des ruines, n'ont jamais servi à tuer qui que ce soit. C'est un individu qui va se présenter comme un spécialiste des chambres à gaz et des exécutions aux États-Unis, qui va même se présenter comme un expert, et qui va produire un rapport supposé scientifique qui va devenir, voilà, ça y est, on l'a. Les négationnistes tenaient leur expertise scientifique. Même si le rapport Leuchter est immédiatement revendiqué par les négationnistes comme une preuve de l'impossibilité technique des chambres à gaz, il n'a aucune valeur scientifique. Présenté en 1988 comme pièce à conviction au procès de Ernst Zundel, le rapport Leuchter est invalidé par le tribunal canadien. Le problème, c'est que le dénommé Leuchter n'a jamais été ingénieur, qu'il a été ou il a failli être condamné par une cour américaine pour avoir menti. Les 2 ou 3 prisons américaines avec lesquelles il prétendait avoir travaillé ont nié avoir jamais utilisé ses services. Donc on est là devant un menteur, devant un faussaire, soutenu par un néo-nazi, Zundel, lui-même membre et fondateur d'ailleurs d'un organisme de suprématie blanche, enfin les organismes de type raciste aux États-Unis.
The jury said Ernst Zundel is guilty of publishing news he knew to be false about the Holocaust. In spite of that, when he emerged from the court late this afternoon, Zundel still maintained the Holocaust was a hoax. Les plus grands noms du négationnisme des années 80, début 90, connaissaient les sources, connaissaient les documents. Personne ne me fera croire qu'ils croyaient à ce qu'ils disaient. Entrer intellectuellement dans une discussion avec ce genre d'arguments, c'est en fait se rabaisser à quelque chose... c'est humiliant, je veux dire, c'est un peu inhumain, je veux dire. Il y a un moment où il faut dire non. Vous combattez tous ces révisionnistes, vous discutez leurs thèses, mais vous ne voulez pas parler avec eux. Ah, il n'en est pas question. Il n'en est absolument pas question. Est-ce qu'un astronome parle avec un astrologue? Leur donner la parole, c'est leur donner la seule chose qu'ils réclament. Et par conséquent, du jour où on admettra qu'ils dialoguent avec d'authentiques historiens, ils auront gagné la partie. Par conséquent, il n'en est absolument pas question. On les étudie comme on étudie une perversion, une maladie de notre époque, mais on ne leur donne pas la parole. Le dialogue que veulent imposer les négationnistes aux historiens n'aura pas lieu. Sorti de leur rang, c'est un pharmacien du nom de Jean-Claude Pressac, naguère proche de Forisson, qui les affronte sur le terrain technique. J'avais des interrogations, et à l'époque, c'est-à-dire en 79, personne ne pouvait y répondre. Je me suis donc tourné vers celui qu'on m'avait dit de ne pas suivre, de ne pas faire pareil. J'ai donc téléphoné à Forisson. Bon, il est un fait que j'ai travaillé avec lui. C'était, pour ma part, passionnant. Découvrir un sujet comme ça, c'était même ultra passionnant. Mais très rapidement, comme j'étais le seul à pouvoir retourner au musée d'Auschwitz pour vérifier ces thèses et contrôler dans les archives s'il y avait vraiment quelque chose, alors là, ça n'a pas tenu. En 2 jours, sa thèse a été balayée, et puis moi, je me suis retrouvé un peu comme un imbécile. À partir de là, il est revenu sur ce qu'il avait pensé, et il a consacré beaucoup d'années de sa vie à démontrer la réalité de la destruction des Juifs, en passant par la question de la crémation, en étudiant notamment les archives de la société Tobs et Fils, qui est la société qui a installé des crématoires dans les camps de concentration et dans certains centres de mise à mort. Lui voulait faire une histoire uniquement technicienne. Mais la question de pourquoi les Juifs, qui est quand même une question très taraudante, c'est pas n'importe qui qu'on a mis dans les trains. Manifestement, ça ne l'intéressait pas. Ça rend la lecture de Pressac parfaitement glaçante. Et finalement, on se retrouve, quand on le lit, malgré soi, dans les problèmes techniques qui ont été ceux des hommes qui ont mis en œuvre la solution finale. The trains aren't going to Russia. Where are they going? Treblinka. Treblinka? Another Polish work camp? It's a death camp. Combien de vous ont vu Holocauste? Les années 80 sont marquées par un retour du refoulé. Le feuilleton Holocauste, diffusé partout dans le monde, bientôt suivi par le monumental Shoah de Claude Lanzmann, suscite l'intérêt d'un large public. Les survivants sont de toutes parts sollicités pour porter témoignage. Les Juifs ont commencé à parler, c'est sûr. Moi-même, je suis allée beaucoup dans des tas d'écoles. C'est pour les enfants, c'est pour leur dire la vérité, une vérité dont ils ignorent tout. C'était pas une nécessité pour moi, c'était une nécessité pour les autres. Moi, j'ai pas besoin de témoigner. Dans le même temps, les historiens, tels que Serge Klarsfeld, travaillent. En quelques décennies, à l'appui d'innombrables sources,
Ils vont produire le récit précis et documenté de toutes les phases de la solution finale. Alors que la vérité historique se décline en plusieurs centaines d'ouvrages, les négationnistes qui ressassent les mêmes obsessions, les mêmes arguments, les mêmes textes circulant d'un pays à l'autre, via leur société d'édition et de diffusion, sont marginalisés. S'étant d'abord présentés comme des historiens révisionnistes, ils sont maintenant qualifiés de négationnistes. Le néologisme créé par l'historien Henri Rousseau s'est imposé au point de devenir une qualification juridique. J'ai utilisé le mot négationnisme pour la première fois dans un ouvrage qui est paru en 1987. Je n'avais aucune intention de l'imposer. Et le mot révisionnisme, disons que c'est vrai, dans les années 70, ça a encore une connotation positive en France. En France, parce qu'effectivement, il y a des révisionnismes sympathiques. Révision du procès Dreyfus ou autre, ou même des révisions constitutionnelles, bref. Le mot négationnisme, probablement, les a pris de court. Les a pris de court parce que les isolait dans quelque chose de singulier. L'argument technique a du plomb dans l'aile. À partir des années 90, s'opère donc une réorientation des cibles. Ce ne sont plus seulement les chambres à gaz ou les rescapés qui sont visés, mais Israël qui est accusé d'avoir fabriqué la plus grande manipulation de tous les temps. La Shoah serait un mythe, inventé pour légitimer l'existence de l'État hébreu, créé 3 ans après la fin du conflit mondial. La thèse était présente dès l'origine du négationnisme, mais largement sous-exploitée. Dans les années 90, on est passé d'un discours qui se voulait technique, qui se présentait comme historique, on va dire, à un discours politique, clairement anti-israélien, clairement pro-palestinien, qui diffuse une haine antisémite absolument à visage découvert. Cette réorientation de la cible, c'est à une ancienne gloire du Parti communiste qu'on la doit. Un ancien résistant, naguère le plus fanatique des staliniens. Un philosophe qui fut le numéro 3 du PCF dans les années 50, avant d'en être exclu en 1970. Il s'appelle Roger Garaudy. Garaudy avait une surface sans doute beaucoup plus importante que Forisson, en tant qu'intellectuel, parce que c'était un intellectuel marxiste, puis ensuite catholique, puis ensuite converti à l'islam. Il s'est converti à l'islam, conversion dont on sait qu'elle est bien plus politique que religieuse. Il est un ancien militant communiste qui peut donc se parer des vertus du progressisme. Il a soutenu les luttes de la décolonisation, singulièrement le combat des Algériens pour l'indépendance. En 1982, dans le contexte de la guerre du Liban, Roger Garaudy avait publié un placard dans les pages du Monde. Israël y était assimilé au nazisme, et sa légitimité déjà réfutée dans un paragraphe intitulé « L'argument de l'Holocauste ». Mais ce n'est qu'en 1996 que Garaudy révèle sa conversion au négationnisme dans un retentissant pamphlet, les mythes fondateurs de la politique israélienne. D'abord publié à compte d'auteur, puis par la vieille taupe de Pierre Guillaume, Roger Garaudy s'appuie sur le rapport bidon de Fred Leuchter pour affirmer que la Shoah est une invention sioniste. L'écrivain Didier Daninx, qui milite dans des associations antiracistes, prend connaissance du livre avant sa publication. Et donc là, on a vu la violence de l'attaque et on a averti un petit peu une partie de la presse. Et c'est d'un seul coup l'arrivée très très médiatique de l'abbé Pierre qui fait que d'un seul coup, l'affaire Garaudy existe. L'abbé Pierre a pris fait et cause pour Roger Garaudy. L'homme d'église défend ce qu'il appelle un livre d'honnête homme, un ouvrage qu'il dit ne pas avoir lu entièrement, mais dont il défend la publication, y compris pour ses passages les plus discutables. Au moment où, pour ma génération, est apparue l'extraordinaire atrocité abominable de tout ce qui était né d'Hitler et de son régime, il n'est pas surprenant qu'on ait été porté à exagérer, sans que ce soit par malhonnêteté, mais dans la passion. Garaudy a été mis dans un camp de rétention en Algérie. C'est quelqu'un qui a subi la répression, qui a été résistant. De l'autre côté, l'abbé Pierre, c'est aussi un parcours de résistant et avec des actes de courage. Donc je crois qu'il y a l'amitié. Et puis deuxièmement, il y a chez l'abbé Pierre, on le voit un petit peu dans son argumentation, une résurgence
de l'antijudaïsme de jeunesse, de la formation de l'abbé Pierre dans les années 20. L'abbé Pierre, à ce moment-là, est le numéro 1 du classement du journal du dimanche, avant Zinedine Zidane. Donc là, il y a véritablement un tremblement de terre avec l'arrivée de l'abbé Pierre dans le jeu et avec l'arrivée aussi de Jacques Vergès. L'avocat Jacques Vergès, qui a dans l'ombre orchestré le scandale, assure la défense de Garaudy quand, en vertu de la loi Guessot, qui réprime depuis 1990 la contestation de crimes contre l'humanité, s'ouvre son procès au début du mois de janvier 1998. Il y avait une centaine de personnes et une atmosphère totalement électrique. Et il y a les petits fachos qui viennent, genre l'unité radicale, qui sont là. Et puis, à l'autre côté, des pro-palestiniens en dérive, qui abordent le kéfier pour être bien repérables. Il y a une alliance qui se fait physiquement devant nos yeux. Et là, il y a aussi toute une série de gens qui ont été rameutés de la presse étrangère du Maghreb, du Maroc et tout. Donc, c'est des réseaux de Garaudy. Et d'un seul coup, là, on a dans le même espace toute une série de personnages qui datent le négationnisme pendant des dizaines d'années et ses évolutions. Quand on voyait Forisson, Thion, Garaudy, Poumier, Scandrani, Pierre Guillaume et tout, d'un seul coup, on a des gens d'itinéraires qui viennent de lieux totalement différentes et d'un seul coup qui sont dans une nébuleuse véritablement effrayante. C'est un procès qui ne se déroule pas seulement devant les juges, c'est un procès qui se déroule devant l'opinion. Et c'est un procès qui pose un problème fondamental aujourd'hui en France, c'est le problème de la liberté d'expression et de la liberté d'opinion. Après 4 jours de débat, Jacques Vergès, qui sait le procès perdu, décide de porter l'affaire devant la Cour européenne des droits de l'homme. Et la Cour dit « Une telle démarche a en fait pour objectif de réhabiliter le régime national-socialiste et par voie de conséquence d'accuser de falsification de l'histoire les victimes elles-mêmes. La contestation de crimes contre l'humanité apparaît donc comme l'une des formes les plus aiguës de diffamation raciale envers les Juifs et d'incitation à la haine à leur égard. » Donc, la position de la Cour est très claire. En réalité, le négationnisme n'est rien d'autre qu'une des formes contemporaines de l'antisémitisme, avec, et c'est le plus remarquable dans cette décision, cette perversité, je reprends le terme exactement, consiste à faire des victimes les auteurs d'une falsification historique, alors que les victimes à cet instant-là sont précisément des objets et les victimes de cette falsification. Garaudy a perdu son procès. Un échec qui, non sans paradoxe, fait de lui une star dans le monde musulman. Le philosophe y revêt l'image d'un martyr de la liberté d'expression, dans une Europe assujettie au lobby juif. L'homme qui est le plus populaire de France, et qui lui-même m'a mis en garde en me disant, la veille du procès, méfie-toi, on va te piéger. Chaque fois que tu dis sioniste, ils vont traduire juif. C'est en effet ce qui s'est passé, et c'est contre quoi nous avons eu à nous battre. وجيه جارودي الفيلسوف الفرنسي الكبير تعرض للمحاكمة وللإساءة وللإهانة. رجع جارودي هذا الرجل الفرنسي المسلم الذي دافع عن الإسلام عندما كتب عن هذه المحرقة وأدل بدلائل قاطعة أنها مزعومة اتهم بمعاداة السامية. رجيه جارودي حينما تحدث عن هذا حكم عليه بالسجن بمقتضى القوانين التي تحمي السامية التي لا يستطيع أحد أن يتحدث بكلمة في مناقشة أرقام المحرقة المزعومة الهولوكوست. Garaudy n'a jamais purgé la moindre peine de prison en raison de ses écrits. Mais il aura contribué à alimenter la machine à contrefaire l'histoire et à diffuser son venin sur de nouveaux territoires.
Aujourd'hui, les marqueurs du négationnisme sont recyclés par des groupuscules ou des personnalités telles qu'Alain Soral et Dieudonné Mbala Mbala. Dans ces spectacles, le polémiste français a repris ce qui fait l'essence même du négationnisme, l'antisémitisme et la provocation. Invité avec les honneurs réservés aux penseurs de renom par les médias iraniens, Dieudonné se fait le zélateur servile de la révolution islamique. Monsieur Mbala Mbala, vous êtes un antisioniste très réputé. D'abord, pourquoi les sionistes essayent tant de faire des crimes à travers le monde? Quel est leur intérêt? Je pense que c'est profondément une science du mensonge et une haine profonde de l'humanité. En Iran, un réformateur a remplacé Ahmadinejad au pouvoir en 2013. Pour renouer le dialogue avec l'Occident, le discours négationniste a été mis en sourdine. Quant aux faussaires de l'histoire, dont les écrits prospèrent sur Internet, ils poursuivent leur activisme sur plusieurs continents, mais ne constituent qu'une secte de fanatiques, grenouillant aux marges de l'histoire. I see you have a new book. Sì, questo è il mio ultimo libro che rappresenta una critica storico-tecnica dell'ultimo libro di Jean-Claude Brissac. Si de nos jours, on peut vraiment considérer que le négationnisme en Europe s'est amoindri, il y a d'autres espaces géographiques. Hein. Et c'est surtout, il est vrai, les pays arabes, le Proche-Orient qui posent problème. Et on ne peut pas le réduire à l'Iran ou à des propos politiques. Nous avons raté, je pense, en Europe du moins, une possibilité d'une plus grande politique d'enseignement, d'éducation et de coopération avec certains pays d'Afrique du Nord ou du Proche-Orient. Alors que la menace a changé d'hémisphère, un nouveau défi s'impose à nous. Bientôt, peut-être déjà, les témoins du plus grand génocide du siècle écoulé ne seront plus là pour témoigner. Que faire du savoir qu'ils nous ont transmis ? Quel enseignement constitue-t-il pour l'avenir? Maintenant que les victimes font l'objet de railleries et de quolibets, qu'ici et là ressurgissent le racisme et l'antisémitisme, c'est désormais à nous qu'incombe le fardeau de leur expérience. Ils voulaient qu'elle favorise la construction d'un monde meilleur. Qu'en est-il vraiment? Qu'en sera-t-il demain? Le passage d'une mémoire vivante à une mémoire historique, c'est quelque chose qui nous hante un peu tous. Il y a une dizaine ou une douzaine d'années, à peu près 400 000 personnes visitaient par an à Auschwitz. Maintenant, on s'approche de 1,5 million. À 75%, ce sont des jeunes. Ce sont des jeunes qui nous viennent de pratiquement toute l'Europe, de l'Asie, de l'Amérique du Nord, etc. Et c'est là que je vois un grand espoir vers un positionnement juste de cette histoire dans notre manière d'être européenne, dans notre avenir, dans ce que nous pensons être les valeurs de l'après-guerre.